En ce début d'après-midi, les regards sont donc toujours braqués vers l'Afrique centrale. Comment évoluera dans les jours qui viennent l'épidémie d'Ebola, ce virus qui, à la simple évocation, fait frémir les populations? Une épidémie s'est donc déclarée, voilà plusieurs semaines maintenant en RDC. De l'aveu de l'OMS, les premiers cas remontent peut-être même à quelques mois déjà, et l'on redoute aujourd'hui une propagation d'ampleur au niveau régional. Comment lutter et se prémunir contre ce virus? De quels moyens disposons-nous pour éviter le pire? Pas de vaccin encore pour la souche identifiée, mais d'autres pistes sont à l'étude. Comment prendre en charge aussi les patients, les cas suspects qui, au fil des jours, se multiplient. On nous remonte du terrain des centres médicaux qui débordent. Nous allons poser ces questions à un connaisseur de terrain. C'est Alain Epelboin. Bonjour et merci d'être avec nous. Vous êtes médecin anthropologue au CNRS, retraité actif du CNRS et du MNHN. Avant d'accueillir votre regard sur la chose, sur cette épidémie, on va écouter tout de suite le point quotidien du patron de l'OMS. C'était ce matin, on prend le pouls, écoutez. Après avoir déclaré l'urgence de santé publique de portée internationale, j'ai immédiatement convoqué un comité d'urgence conformément au RSI qui s'est réuni hier et a convenu que la situation constitue une urgence de santé publique de portée internationale, mais n'est pas une urgence pandémique. L'OMS évalue le risque de l'épidémie comme élevé au niveau national et régional et faible au niveau mondial. Alain Epelboin, vous qui avez œuvré sur le terrain par le passé, qui avez aussi assuré une veille anthropo-épidémiologique sur Ebola, j'aimerais connaître votre regard sur l'épidémie dont on parle depuis quelques jours maintenant. C'est la même histoire qui se renouvelle à chaque fois. L'épidémie survient dans des régions avec des problèmes structurels d'organisation de la santé, dans des régions éloignées des capitales et avec des jeux d'opposition, des populations qui se sentent méprisées ou en tout cas qui ne sont pas traitées correctement. Et puis c'est le même scénario, là, avec ici une variante, c'est-à-dire que les tests qui étaient en place à Bunia ne permettaient pas de détecter ce variant Bundi-Bugyo, qui a une mortalité moindre que le variant Zaïre, pour lequel un vaccin a été établi, et des traitements qui marchent plus ou moins, qui a une mortalité moins importante que celui-ci, puisqu'on est entre 80% pour le Zaïre et 25-55% pour le Bundi-Bugyo. Et en fait, chaque épidémie, il faut tout recommencer. Avec quand même un côté positif, c'est que la République démocratique du Congo a dû faire face à de nombreuses épidémies, dont une terrible dans la même région en 2018, et que donc il y a des professionnels nationaux, des organismes nationaux, qui sont compétents, qui savent faire ce qui est le plus important dans ce type d'épidémie, peut-être plus même que les vaccins, c'est-à-dire le suivi des contacts, l'identification des chaînes épidémiologiques, la prévention. Et puis il y a à l'heure actuelle notamment Juliane Anoco, une anthropologue de l'OMS qui est déployée, qui a une grosse expérience. On sait faire, vous nous dites, on a l'expérience dans cette région, et pourtant on a mis longtemps à voir venir cette souche en tout cas à l'identifier. Est-ce qu'il y a eu des ratés à ce niveau-là? On a entendu les Américains, Marco Rubio hier, critiquer les lenteurs de l'OMS. Est-ce que ça peut se vous savez, dans une épidémie, de toute façon, on cherche toujours des boucs émissaires, avec des usages, on dirait sociaux, c'est-à-dire, c'est comme dans un crime, à qui profite le crime? Quelle causalité du malheur on met en place et à qui profite-t-elle? On a un excellent interview du professeur Mouyembe, qui s'indigne du fait que sur Bunia, on a trouvé des cas qui cliniquement ressemblaient à de l'Ebola. On a fait des tests qui ne marchaient pas et au lieu de les envoyer à l'INRB, au laboratoire central de Kinshasa, c'est resté sur place, d'où le retard à l'allumage. Donc il y a eu un raté quand même au départ. C'est assez certain qu'il y a un raté, à commencer par le fait que les premières victimes sont quand même des professionnels de santé, que ce soit le couple initial, avec un modèle de causalité mettant en cause un pasteur qui aurait détruit des fétiches. Hein. Et puis de l'autre côté, on a un médecin d'une organisation caritative américaine
qui a été contaminé. Alors on se pose quand même des questions, parce que c'est comme une maladie où avec masque, gants, on se protège. Ça veut dire quoi? Que les masques n'auraient pas forcément été portés? Peut-être qu'il n'y en avait pas, peut-être qu'ils étaient insuffisants, peut-être que l'alerte n'était pas suffisamment disponible, suffisamment lancée. On va regarder ce que l'on sait au moment où l'on se parle avec quelques images. C'est toujours bon de se rafraîchir la mémoire, même si on vous parle évidemment de cette épidémie depuis quelques jours déjà. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, a activé ce week-end son alerte sanitaire internationale. On déplore déjà pour l'heure, même s'il est difficile d'arrêter des chiffres définitifs, au moins 139 morts et des centaines de cas suspects. Explication, regardez. Contrôle de la fièvre et lavage de mains obligatoire. L'épidémie d'Ebola se propage dans tout l'est de la République démocratique du Congo. À ce jour, plus de 130 morts et 513 cas ont été répertoriés. Les habitants de Goma s'inquiètent. Des familles souffrent beaucoup à cause de cette épidémie. On doit déjà gérer les problèmes causés par la guerre et maintenant Ebola. Je demande aux autorités de nous aider à trouver un moyen pour mettre fin à ce virus. Ce n'est pas la première fois que nous l'entendons parler. La dernière fois, ça ravageait beaucoup de personnes. Ça nous a mis dans des confinements. Fièvre, vomissements, saignements, ce sont les principaux symptômes. L'Organisation mondiale de la santé a déclenché une alerte maximale. Elle a mobilisé 12 tonnes de fournitures d'urgence pour soutenir le pays. Nous devons améliorer les installations, les laboratoires pour diagnostiquer cette infection, les rendre plus facilement disponibles, et je pense que la technologie existe, mais elle est chère. Entre 2018 et 2020, une épidémie d'Ebola avait déjà frappé le pays et causé des milliers de morts. Cette fois, c'est un autre variant qui sévit. Pour l'heure, aucun vaccin ni traitement n'existe. Voilà, l'OMS qui évoque un risque épidémique élevé en Afrique centrale, mais faible au niveau mondial. Le risque de pandémie semble écarté, ou en tout cas est jugé vraiment minime par l'Organisation mondiale de la santé aujourd'hui. Au niveau régional, d'abord, un mot là-dessus. De quoi faut-il s'inquiéter? Parce qu'on est au début de l'identification. On parle de 139 morts et de centaines de cas suspects, mais il y a des régions où on n'a pas accès. Et c'est très compliqué de se faire une idée de où on en est aujourd'hui. Oui, et puis la chaîne des contacts n'a certainement pas encore été établie. Et puis la région où ça sévit est une région frontière avec des pays voisins, par lesquels sortent les minerais, notamment métaux rares, or et autres produits à bon rapport, avec un pays par ailleurs où s'affrontent dans des états de guerre larvée pour le contrôle notamment des mines, contrôle par des groupes armés qui peuvent relever de milices ethniques, qui peuvent relever de groupes islamiques, qui peuvent relever de groupes soutenus par les pays voisins, et puis aussi des seigneurs de guerre de l'armée congolaise elle-même. Et la population se trouve au milieu. Et lors de l'épidémie précédente dans la région, celle de 2018, qui a fait 2299 morts, il y a eu des massacres épouvantables de la population civile pour terrifier la population. Donc les choses vont très mal partir. Alors, je voudrais quand même faire un peu de réclame. Il y a un excellent journaliste de RFI, Patient Ligodi. C'est notre maison, donc ça va. Je sais. Non, et en plus, il a une chaîne qui s'appelle Ligodi Grand Lac, où là, je viens de relire, où il décrit avec une minutie absolument extraordinaire à la fois les problèmes, les chaînes épidémiologiques. Et donc, ceux qui veulent être informés, retenez ce nom, Ligodi. Il y a la matière accessible. Ah, c'est très facile, c'est sur WhatsApp, il suffit d'aller, vraiment. Et je ne connais pas cette personne, donc je n'ai Ça, c'est à tous nos téléspectateurs qui nous regardent, par exemple, dans le bassin africain, s'ils veulent aller chercher l'info. Avec un journaliste congolais qui fait son travail d'une façon remarquable. Je ne le connais pas, donc je ne suis pas en conflit d'intérêts. Je voudrais aussi souligner, puisque vous parlez du risque international, je crois ne pas être le seul d'être assez choqué par les déclarations sur les risques à Mayotte. Mayotte, pour que des Africains arrivent à Mayotte, il faut qu'ils partent de la région de RDC, qu'ils arrivent jusqu'à la mer, de la mer qu'ils prennent un bateau pour aller jusqu'aux Comores, des Comores qui viennent à Mayotte. C'est pas le sujet aujourd'hui, c'est ça que vous êtes en train de dire? C'est-à-dire que très franchement, ils ont le temps de mourir en route, et donc c'est une affaire politique anti-migrants à Mayotte qui se développe. C'est un des usages sociaux et politiques d'Ebola en première intention, mais en tout cas pour l'instant le risque Mayotte. Mais là où l'épidémie s'est déclarée, peut-être centrons-nous sur cette
cette zone qu'on connaît. Par exemple, on a reçu des images ce matin, je ne sais pas si on peut les voir, les images du Kenya, parce que la RDC a appelé à l'aide internationale. Il y a besoin de moyens, de renforts humains, mais de matériel aussi. Il y a du matériel qui part du Kenya. Là. On est en train de charger des avions pour envoyer à destination des zones concernées par l'épidémie du matériel médical. Ça, c'est la priorité. Ça va suffire ou pas? Vous hochez la tête, vous n'êtes pas d'accord? Il faut quoi? Non, bien sûr, il y a besoin de quoi? Il y a non. besoin de moyens humains, de matériel. Il y a besoin de protocoles aussi. Non. Ça, c'est prioritaire. Mais ce qui est prioritaire aussi, c'est la mobilisation des populations. Et de ne pas se cacher derrière les mots mobilisation communautaire, en allant voir les chefs qui vont dire oui, oui, etc. Il faut aller trouver les associations de motards, il faut trouver les associations de femmes. Il faut que les gens qui interviennent sur le terrain, qu'ils aient d'abord de l'empathie. Que la peur qu'ils éprouvent ne fasse qu'ils ne gardent pas les distances. Je ne parle pas de distance physique, mais distance psychologique. Il faut aussi tenir compte, ne pas stigmatiser ces populations. Une bonne partie de ces populations est tout à fait observante et n'attend pas les mesures pour se laver les mains, pour limiter les déplacements. Ce qui est dangereux, c'est que, alors, si vous voulez, c'est que ce qui contredit les messages qui sont lancés, d'une part, c'est des discours négationnistes, que l'OMS est là pour tuer les gens, que le gouvernement veut tuer les populations, sur place. Les populations locales. Et puis, vous avez aussi des fonds culturels où on va mettre en cause des causalités mystiques qui vont handicaper les choses, et qui fait qu'un certain nombre de négationnistes vont échapper au contrôle, vont cacher leur mort, vont partir se faire soigner à distance alors qu'ils ont été contacts. Et c'est ça qui est le danger. Mais il ne faut pas oublier qu'une grande partie de la population, il faut lui faire confiance, elle a tiré les leçons des épidémies précédentes et elle connaît les mesures de base. Il ne faut pas les prendre pour des imbéciles. Les coupes budgétaires, on évoquait il y a quelques jours ici la baisse du budget de l'OMS de 20%. Il y a aussi l'UCED. Tout ça, ça n'aide pas, évidemment, sur le terrain. Évidemment. Mais enfin, il faut quand même bien voir que dans les organisations internationales qui agissent là-bas, vous avez l'OMS, vous avez le CDC, vous avez MSF, vous avez Alima, avec une amélioration des centres de traitement Ebola, avec des espèces de tentes qui permettent qu'il y ait une proximité entre les soignants et les malades. Alors qu'avant, il fallait rentrer, le temps de s'habiller, on avait pour une demi-heure. Et je crois que quand on dit qu'il n'y a pas de médicaments, il faut aussi considérer quand même qu'il y a une très grande amélioration des soins, de disponibilité des soins, réhydratation, douleur, déparasitage. Et puis j'espère que, comme malheureusement c'est survenu assez souvent, l'hospitalité, au sens classique du terme, va fonctionner, que la charte des droits des malades, informer la famille, lui permettre de communiquer, une nourriture, de l'électricité, toute une série d'éléments de ce type-là vont être respectés et que l'urgence ne va pas écraser l'humanisation. C'est mon slogan préféré. On parlait de protocole il y a quelques jours avec un précédent invité, protocole sanitaire à mettre en place. La priorité, elle est où, là, dans un cas comme celui-ci? Là, je ne connais pas le détail à l'heure actuelle de ce qui est mis en place. Les priorités, elles sont multiformes. Elles sont de rassurer la population. Je vous dis, c'est peut-être un peu cucul à praline, pardonnez-moi l'expression, mais l'humanisation. Ne pas prescrire des comportements, des mesures qu'on refuserait pour soi-même ou sa famille. Ne pas faire à l'autre ce qu'on ne souhaiterait pas qu'on vous fasse à vous-même. C'est un principe humaniste, universel et ancien, parce qu'il n'y a qu'à prescrire. Oui, il faut faire ceci, il faut faire cela. Non, il faut d'abord écouter les gens. Il faut comprendre ce que les gens ont dans la tête, quelles sont leurs réactions. Et puis, ensuite, il y a des problèmes majeurs au niveau de mobiliser les soignants locaux, mais en même temps de ne pas déstructurer les systèmes sanitaires, etc. J'aimerais qu'on parle du vaccin, parce qu'il n'existe pas de vaccin pour cette souche qui a été identifiée. On vous rappelle son nom, Bundibugyo. Eh bien, longtemps délaissé par les laboratoires en raison de sa rareté, c'est donc désormais devenu une priorité. Quels sont les espoirs qu'un sérum puisse être déployé rapidement? Élément de réponse tout de suite avec Rebecca Martin, et on en reparle juste après. C'est une course contre la montre qui mobilise la communauté scientifique à travers le monde. Trouver un vaccin contre la souche Bundibugyo du virus Ebola
est désormais une priorité. Il n'existe en effet aucun traitement ni vaccin homologué pour ce type rare, même si plusieurs candidats sont à l'étude. Au niveau international, nous sommes en train d'examiner quels sont les vaccins ou traitements potentiels disponibles et si certains d'entre eux pourraient s'avérer utiles dans le cadre de cette épidémie. En tête des candidats sur lesquels l'Organisation mondiale de la santé fonde ses espoirs, le vaccin appelé Ervebo du laboratoire américain Merck, initialement développé contre la souche Zaïre du virus Ebola, plus courante et déjà responsable d'une trentaine d'épidémies en 50 ans. Mais l'efficacité de ce vaccin contre la souche Bundibugyo, celle qui se propage actuellement, n'est pas prouvée. Il n'a été testé jusqu'à présent que sur des animaux. Pour autant, l'Agence sanitaire de l'Union africaine reste optimiste. Il y a le premier vaccin, comme on a dit, le vaccin Ervebo Merck. Ça, c'est ce que nous poussons le plus, avec quelques spécificités sur lesquelles on est en train d'étudier. Le deuxième, c'est le vaccin Chadox des UK. Et le troisième, c'est le vaccin qu'on appelle VSV-BDBV. Ça vient de Texas. Ce sont les 3 vaccins sur lesquels nous travaillons actuellement. Autant de candidats vaccins qui, dans le meilleur des cas, ne seront pas disponibles avant au moins 2 mois, selon l'OMS. En parallèle, les laboratoires accélèrent les tests sur des médicaments qui pourraient faire l'objet d'essais cliniques prochainement. La souche Bundibugyo a été identifiée pour la première fois en Ouganda en 2007. Elle a déjà été responsable de 2 épidémies qui avaient fait 66 morts, avec un taux de létalité allant jusqu'à 50%. C'est un facteur aggravant, c'est l'absence de vaccins disponibles pour cette souche. Aujourd'hui, on sent cette ébullition là pour passer la seconde, voire la 6e d'un coup d'un seul. Oui et non. Un vaccin ne marche que si on a bien identifié les contacts des contacts, les réseaux sociaux dans lesquels des gens qui ont été en contact avec le virus vont partir. Il ne suffit pas de faire une vaccination en ring. Et puis, ce que je vous disais précédemment, c'est-à-dire que des opposants qui ne croient pas au virus ne vont pas se faire vacciner et vont disséminer. Et puis, je rappellerai aussi l'interview donc très très récente du professeur Muyembe, rappelant quand même que sur 17 épidémies qu'il y a eu en RDC, sur 15 épidémies, il n'y avait pas de vaccin. Et que le suivi des patients, l'isolation des malades, surtout avec des conditions, s'il peut y avoir des conditions de qualité, la prévention par la mobilisation sociale de toutes les forces vives du pays, au-delà des clivages politiques, au-delà des clivages religieux, au-delà des discrimination sociale qui fait que les petites porteuses d'eau du marché, on ne s'y intéresse pas. Non, tout le monde doit être respecté, honoré et mobilisé. Et je pense vraiment que, j'ai la conviction que c'est ça qui est la clé essentielle du succès, ce d'autant que les médicaments spécifiques ne sont pas véritablement disponibles, par ailleurs coûtent des fortunes. Donc c'est à portée de main et c'est plutôt rassurant en ce sens. Une question sur le risque pandémique. Le monde était suspendu aux nouvelles concernant l'épidémie d'hantavirus il y a quelques jours. Alors c'est évidemment le contexte, mais tout le monde s'inquiète d'un risque de pandémie d'Ebola, sachant qu'il y a un patient qui est arrivé en Allemagne la nuit dernière et qui est donc pris en charge là-bas parce qu'il y a les structures nécessaires et adéquates. Est-ce qu'il faut s'en inquiéter ou pas ? Non, je crois à l'heure actuelle, absolument pas. Ce sont des fantasmes xénophobes éventuellement par rapport aux étrangers. Vous voyez que je vise un homme à la mèche orange. Pour l'instant, non. Ça, c'est complètement... Par contre, pas les pays voisins, ça, c'est une autre histoire. Ça, les risques sont majeurs pour les différents pays voisins. Vous évoquez Donald Trump à la mèche orange, on l'avait bien reconnu. Moi, je l'ai en tout cas bien reconnu. Trump et les Américains qui ont annoncé des mesures de contrôle au niveau des aéroports, bon, ça peut le comprendre. Quand on connaît la législation en matière de migration, bon, ça peut prêter à sourire. Je vous vois venir. Il y a quand même un grand rendez-vous international qui va être organisé sur le continent américain dans 3 semaines. C'est le mondial de football. Ces mesures, elles ont lieu d'être quand même aujourd'hui ou pas du tout ? Si on veut faire un roman policier, un thriller, on imagine qu'il y a une grande autorité qui vient faire une tournée dans les régions concernées, qui a sa garde présidentielle, ses gardes du corps qui sont là, qui, comme on le sait, vont avoir des rapports sexuels avec toutes les filles possibles dans le coin, éventuellement avec une fille contaminée par Ebola, qui vont retourner dans la capitale et que le lendemain, ils vont aller au Conseil de l'ONU. Donc un scénario de ce type-là peut exister.
Mais oui, c'est sûr que les voyageurs venant de ces pays qui vont venir doivent avoir un contrôle au départ, mais aussi un contrôle à l'arrivée, parce que c'est pas parce que vous n'avez pas de fièvre au temps zéro que 6 heures après dans l'avion, une fièvre ne peut pas se développer. Donc oui, il faut des contrôles par rapport à des gens qui viennent de cela. Mais c'est pas parce qu'on a la peau noire qu'on doit avoir plus de contrôle que quelqu'un qui a la peau blanche. Par le passé d'ailleurs, lorsqu'il y a eu de virulentes épidémies d'Ebola, la contagion au niveau international, ça a fait pchit, ça n'a pas pchit, mais existé. par contre, vous avez eu des réactions racistes à New York avec des gamins dans les écoles, des gamins blacks venant d'Afrique qui étaient l'objet de stigmatisation et de discrimination. Le rôle que joue l'Europe aujourd'hui face à cette crise, j'évoquais ce ressortissant américain qui a contracté le virus en RDC et qui a été hospitalisé dans une unité spécialisée de Berlin. L'Europe à la pointe aujourd'hui. Il y a un savoir-faire de très très haut niveau. Que ce soit en Allemagne, que ce soit en Belgique, que ce soit en Suisse, que ce soit à l'Institut Pasteur, à Lyon, enfin dans les milieux, ont été déployés sur les précédentes épidémies toute une série d'experts européens qui ont de vraies compétences. Maintenant, pour des problèmes politiques, il y a des jeux politiques qui consistent à la fois à juste titre, mais parfois pas à juste titre, à favoriser des nationaux africains qui n'ont pas forcément les mêmes compétences que de très grands spécialistes, en particulier français. Enfin, je ne vais pas citer des noms, mais... Le regard que vous portez aujourd'hui sur ces épidémies, on est resté, nous, les chaînes d'infos... focus, peut-être bloqué même sur la crise d'hantavirus. On n'en parle plus du tout aujourd'hui. On est braqué sur Ebola. Il y a quand même une réalité, les épidémies, tout ça. Ah ben, si vous voulez, mais on sait depuis le milieu fin du XXe siècle, avec le développement de l'aviation, que les avions ont permis des transports. L'épidémie de choléra, le choléra qui est parti en Afrique. Donc, je veux dire, on a à la fois la circulation des humains, mais on a aussi la destruction d'écosystèmes qui sont riches en bestioles, mais qui sont aussi riches en virus, bactéries et autres. L'exemple d'hantavirus Andes en est une excellente illustration avec la souris pygmée à longue queue. Je voudrais justement citer l'un de vos confrères, Frédéric Keck, anthropologue, qui dit « L'ère des épidémies doit nous inciter à regarder les animaux comme des sentinelles et non comme des menaces. » Oui, c'est très pertinent. L'homme et l'animal qui ont du mal à vivre côte à côte en ce moment-là. Oui, animal, mais en même temps, à la fois c'est tout à fait juste. Mais en même temps, en ce qui concerne Ebola, sur les premières épidémies, notamment les épidémies de 2003, ça avait démarré par des épizooties concernant des gorilles, des chimpanzés. Mais, surtout avec l'énorme épidémie qui a fait 20 000 morts en Afrique de l'Ouest, on s'est aperçu que le portage sain du virus Ebola pouvait être des populations humaines, avec des infections inapparentes et puis des réactivations à un moment donné. Ça, la réactivation, c'est quelque chose qui inquiète aujourd'hui. Ah ben, à partir du moment... Vous savez, il y a eu des travaux qui ont été faits, surtout en Guinée, parce c'était une telle échelle qu'il y a eu des travaux scientifiques de qualité qui ont fait des dosages d'anticorps dans les gens environnant les cas d'Ebola, qui ont suivi aussi les guéris d'Ebola avec une conservation du virus dans le sperme, dans les yeux, etc. Donc, bien sûr qu'il faut avoir une vision on health, c'est certain, des épidémies, mais l'homme est un excellent réservoir de virus. Oui, pas rejeter forcément la faute sur l'autre et l'animal. En l'occurrence, une dernière question, Alain Pelboin. Le regard sur ce qui pourrait advenir dans les jours, les semaines qui viennent, au regard de ce que l'on sait. Aujourd'hui, il y a encore beaucoup de points d'interrogation. On a identifié a priori le patient 0. L'OMS dit... A priori, l'épidémie date de quelques mois, c'est quand même beaucoup. Mais le foyer initial, on ne sait pas si c'est un gars qui venait de la forêt, qui a été soigné par l'infirmier. Enfin, moi, en tout cas, dans les informations que j'ai pu recueillir, on n'est pas encore... Donc, il y a encore beaucoup de points de suspension et beaucoup de doutes.
Et puis resteront. L'épidémie de Guinée qui a fait ces dizaines de milliers de morts, les cas princeps, on sait où ils ont émergé, mais on ne connaît pas la On est dans ce genre de cas de figure. Là, aujourd'hui, on parle de 139 morts plus de pour la le moitié moment. des épidémies, on ne connaît pas l'origine du virus. Et les animaux ne sont pas forcément en cause. Et par ailleurs, oui, vu le retard à l'allumage, les risques d'infection nosocomiale au sein des hôpitaux, etc., je crains que les chiffres ne flambent. À la lecture de ce que racontent les experts, oui, je ne suis pas optimiste. On va arriver à la contrôler, ça c'est sûr. Mais dans combien de temps? Il a fallu 2 ans pour l'épidémie de 2018. On commence à nous dire que ça va prendre un peu de temps. Donc, a priori, pas tout de suite. 2 ans et pas 3 mois. Et du coup, les espoirs par rapport aux vaccins et compagnie, en plus, je ne l'ai pas dit, mais selon mes informations, on est dans des essais de phase 1, 2, enfin, etc. On n'est pas sorti de l'auberge. Ça nous rappelle quelque chose. Merci beaucoup, Alain Epelboin. Merci d'avoir été l'invité de l'info du jour. Paris Direct, évidemment, se poursuit. On va se retrouver dans quelques instants, quelques minutes à peine, pour le journal de Paris Direct. À tout de suite.